Alors, cette vidéo a pour but d'arriver à trouver la loi d'échantillonnage d'une moyenne, quelle que soit la population. Vous connaissez des résultats soit dans le cas gaussien, soit de manière asymptotique avec des approximations. Et là, on va essayer de toucher du doigt ce qui se passe. Donc, on va considérer une population. Alors, c'est arbitraire, c'est pour l'exercice. On a 1000 prix d'appartements à Paris et on va, de la même manière, tirer au hasard des échantillons. Ici, des échantillons de taille 10. Donc, vous avez pour information la moyenne de la population et ici, la moyenne de l'échantillon. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment sont distribuées ces différentes valeurs. Si je change d'échantillon, je vais avoir évidemment une moyenne différente. Donc là, globalement, on a eu des appartements inférieurs en termes de prix. Au lieu d'avoir 166 000 de moyenne, on a 102 000. Là, on a 165 000. On peut avoir 170 000. Et là, on a 273 000, puisque là, on a un prix qui est pratiquement égal à 1 million. On peut monter bien plus haut parce qu'il y a des prix qui dépassent 1 million, il y a même des valeurs au-dessus de 2 millions, donc on va avoir des fluctuations de ces moyennes d'échantillons. Plus les valeurs dans la population sont dispersées, plus les moyennes vont être dispersées. Donc c'est très intéressant de jeter un coup d'œil pour la compréhension à la distribution des prix dans la population. Les prix, ça a été étudié au préalable, vous pouvez vous référer à une vidéo concernant cette étude, c'est l'histogramme des prix à Paris avec un ajustement gaussien. Donc, on a pris la moyenne et l'écart type des prix à Paris, des appartements, et on a ajusté en conséquence ce qu'on aurait dû avoir avec cette moyenne et cette variance, ou cet écart type, si les prix étaient gaussiens. On voit que ça l'est pas du tout. Et surtout, on a bien une asymétrie complète à droite ici, avec des prix d'ailleurs à 1 million et même 2 millions. Donc, ça va avoir un impact assez important sur la distribution des moyennes. Malgré tout, regardez le résultat. On voit déjà ce qui va se passer au final. La distribution de ces valeurs ici, se retrouve maintenant complètement positive et entre 50 000 et à peu près 370 000, simplement avec n égale 10. Donc on a complètement enlevé le caractère très asymétrique. Il existe toujours, hein, vous récupérez toujours un petit peu ce skewness positif ici, mais ça n'a absolument plus rien à voir. Alors comment ça se construit? C'est ce qu'on va regarder maintenant. L'idée pour avoir un histogramme ici, il ne faut pas simplement une seule valeur. Donc il m'en faut un grand nombre. Ce que je vous propose, c'est de le faire avec 1000 valeurs. Je vous ai préparé dans cet onglet la manière de pouvoir obtenir 10 valeurs pour un échantillon, ici. Alors, on va regarder comment ceci est construit. Là, je vous ai mis les échantillons. Donc, vous avez une incrémentation du 1 qui passe au 2, qui passe au 3. Et ça va jusqu'à 1000. Donc ça, vous pouvez évidemment l'améliorer, ou en tout cas augmenter le nombre d'échantillons possibles en copiant vers le bas. Ici, vous avez la formule classique qui a déjà été présentée, auquel vous pouvez vous référer. C'est de la recherche avec une génération au hasard de la ligne, et puis on va chercher la valeur correspondante dans la population. Ça marche très bien. Et voilà votre premier échantillon. Vous avez 10 prix au hasard de votre population. Comme c'est du tirage avec remise, il y a plusieurs prix qui peuvent être repris à chaque fois, mais en tout cas, ce ne sont que les échantillons de taille 10. Et là, on va en faire 1000. Donc, je vais copier ceci vers le bas et je vais obtenir mes 1000 échantillons de taille 10. Chaque échantillon va me donner une moyenne. Là, je vais avoir la moyenne pour l'échantillon 1, là, la moyenne pour l'échantillon 2. Et si on va tout en bas, on peut évidemment continuer de la même manière. Là, j'aurai la moyenne pour l'échantillon 10. Vous vous êtes rendu compte que j'ai laissé les formules aléatoires. Donc, à chaque fois qu'on va manipuler, toucher la touche entrée ou resimuler, on va avoir des modifications des valeurs. Je vais vous le montrer ici. Donc là, j'ai fait la moyenne des valeurs que j'ai sur une ligne donnée et j'ai copié cette formule vers le bas. Donc là, si vous double-cliquez, il va changer, comme je vous l'ai dit, parce que comme il va régénérer des échantillons au hasard, ça vous change les valeurs moyennes. Malgré tout, il y a une structure, ce qui est assez remarquable. Vous allez le voir sur la feuille suivante. Cette structure, c'est l'histogramme que vous avez en bleu, qui est l'histogramme empirique. Vous avez aussi des explications précédentes dans des vidéos pour vous expliquer comment les construire, et de même, comment construire les lois théoriques et les histogrammes théoriques, et enfin une vidéo qui vous montre aussi comment lier tout ça sur un même graphique. C'est fait ici. Donc si on lance d'autres échantillons, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, qui peut être surprenante, c'est que les probabilités théoriques bougent. Pourquoi les probabilités théoriques bougent? Parce qu'en fait, elles sont censées s'ajuster, ces valeurs, à la moyenne et à l'écart type que vous avez dans votre échantillon. Notre échantillon ici, c'est les 1000 moyennes de taille 10. Donc, ce n'est pas les prix à Paris,
ce sont des moyennes. Donc là, vous avez la moyenne de ces moyennes, et là, vous avez l'écart type de ces moyennes. On a des résultats théoriques. On sait que votre variable aléatoire, souvent dénommée x(n)bar ou mu(n) chapeau, cette variable aléatoire, elle a pour espérance mu la vraie moyenne de la population. Alors regardez, là on a 161 887 et la vraie moyenne de la population, c'est 160 000. Si j'avais pu répéter une infinité d'échantillons de taille 10, je serais tombé exactement sur le 160 295, la loi des grands nombres. De même pour l'écart type. L'écart type de ces moyennes ici, c'est 54 836. Et de manière théorique, on a sigma sur racine de n. Le sigma est connu, c'est l'écart type de la population, puisqu'on a considéré que nos 1000 prix, c'était notre population. Et le racine de n est connu, c'est racine de 10. Et donc, vous avez ici une estimation du fameux sigma sur racine de 10 que vous avez vu en cours, vous pouvez voir par ailleurs, et les démonstrations qui vont avec. Donc, la première fluctuation est ici. Comme vous allez changer la moyenne d'échantillons parce qu'on n'est pas à l'infini, je ne vais pas trouver ma valeur théorique mu ou sigma sur racine de n, ça va modifier mes calculs de ma gaussienne. Et donc, vous avez les barres oranges qui vont se trouver modifiées. Ensuite, on a une autre modification, c'est que comme les échantillons changent, les moyennes vont changer, et donc la distribution empirique qui se trouve dans la colonne A va être modifiée aussi. Alors, ceci peut s'appliquer évidemment pour d'autres tailles d'échantillons, ce que je vous laisse faire sous forme d'exercice. On sait normalement que quand n tend vers l'infini, la distribution bleue converge vers une gaussienne. Vous pouvez aussi augmenter le nombre de réplications, on appelle ça aussi le nombre de simulations, pour avoir moins de fluctuations d'échantillonnage sur les barres bleues. Et ce qu'on peut regarder au final, je vous laisse juste l'idée comme complément, c'est qu'on peut tester que les barres bleues correspondent aux barres oranges. Donc on va regarder en gros les écarts ici. Vous avez ce qu'on appelle un test Tukey 2. Je vous montre juste une toute petite forme pour la conclusion. On va limiter le nombre de classes, puisqu'en fait, on va l'exprimer ici en effectif. Donc, j'ai multiplié chaque proportion ou probabilité par n. Donc, on sait très bien que les effectifs empiriques vont être des entiers. Par contre, les effectifs théoriques, ce sont des espérances. Et donc, on peut avoir des valeurs, évidemment, quelconques. On n'aura pas des entiers. D'ailleurs, sur la colonne, il n'y a aucun entier. Et l'idée, c'est de comparer les écarts au carré à quelque chose près. Donc, vous avez une approche qu'on verra ultérieurement, vous allez pouvoir voir ultérieurement, sous forme d'exercice, c'est de tester que ces deux colonnes sont égales, évidemment à un risque donné, et sinon, vous pouvez directement calculer la p-valeur. Voilà, bonne continuation, et puis à très bientôt.